L'ADN pendant le cycle cellulaire. L'obtention de deux cellules génétiquement identiques à la cellule mère. Deux cellules génétiquement identiques sont deux cellules qui ont exactement le même matériel génétique, c'est-à-dire exactement le même ADN. Pour que le matériel génétique se conserve à l'identique lors de chaque division cellulaire, il faut qu'il y ait une copie de l'ADN, une réplication, avant ou après la division. La première question à laquelle nous allons répondre est donc: dans quel ordre la division et la réplication des chromosomes ont-elles lieu? Première hypothèse, la division a lieu avant la réplication. Deuxième hypothèse, la réplication a lieu avant la division. Schématisons ces hypothèses. Pour cela, nous dessinerons des cellules à 3 paires de chromosomes. Dans la première hypothèse, la cellule commence par se diviser en donnant un chromosome de chaque paire à chaque cellule fille. Ensuite, les cellules filles copient ce chromosome. Ça a l'air de fonctionner sur ce schéma, mais réfléchissons encore un peu. Considérons un gène A avec les allèles A1 et A2. Une des deux cellules filles reçoit alors un chromosome qui porte l'allèle A1 puis copie ce chromosome. L'autre cellule fait de même avec l'allèle A2. Nous avons là un problème. Une cellule fille possède alors 2 fois l'allèle A1 et l'autre 2 fois l'allèle A2 alors que la cellule mère possède un exemplaire de chaque. Les cellules filles ne sont donc pas génétiquement identiques à la cellule mère. La première hypothèse ne semble pas valide. Examinons maintenant l'hypothèse suivante. Dans la deuxième hypothèse, les chromosomes sont d'abord dupliqués. Les allèles des gènes contenus dans un chromosome sont différents de ceux de l'autre chromosome de la paire. Autrement dit, les chromosomes homologues ne possèdent pas les mêmes allèles. La copie des chromosomes avant la division a pour conséquence que chaque chromosome est présent en double dans la cellule mère, ce qui permet de donner pendant la division des chromosomes vraiment identiques aux deux cellules filles. Nous avons cette fois une hypothèse qui semble valide. Une façon de confirmer ou réfuter ces hypothèses consiste à observer la quantité d'ADN dans une cellule au cours du cycle cellulaire via une technique comme la cytométrie en flux. Après les traitements des résultats, on peut obtenir une courbe comme celle-ci. Cette courbe représente la quantité d'ADN d'une cellule au cours du temps. N est la quantité d'ADN qu'une cellule, disons ordinaire, possède lorsqu'elle effectue des activités qui ne sont pas liées à la prolifération cellulaire. Sur un graphique de ce type, le moment correspondant à la division cellulaire est indiqué par la division par 2 de la quantité d'ADN. Ici, on voit le passage de 2N ADN à N ADN à ce moment, durant une phase appelée mitose. La quantité d'ADN passe du double de la quantité habituelle avant la division à la quantité initiale après la division. Donc la deuxième hypothèse, celle supposant une duplication des chromosomes avant la division, est confirmée par l'observation. Nous savons maintenant quand a lieu la duplication des chromosomes, ou autrement dit la réplication de l'ADN. Mais de quelle façon est-ce que la cellule réplique l'ADN? Mendelssohn et Stahl se sont penchés en 1958 sur la question, soit 5 ans après la découverte de la structure de l'ADN. Pour y répondre, ils ont tout d'abord réfléchi aux différentes manières que pourrait utiliser l'ADN pour se doubler. Ils dégagèrent ainsi 3 modèles hypothétiques, toutes basées sur ce qu'on appelle la réplication, c'est-à-dire le fait de copier l'ADN. Tout d'abord, une première hypothèse serait que l'ADN se double de manière conservative. Cela signifie que lors d'une première réplication, d'une première copie, une molécule d'ADN mère double brun, ici représentée en bleu, serait répliquée dans son intégralité pour former une nouvelle molécule d'ADN bicaténaire totalement néoformée, ici représentée en rouge. Ainsi, lors d'une seconde réplication, l'on continuerait à obtenir de nouvelles molécules d'ADN totalement néoformées, c'est-à-dire nouvellement synthétisées, nouvellement fabriquées. Une seconde hypothèse serait que l'ADN se réplique de manière semi-conservative. Dans cette idée, les 2 brins de notre molécule se sépareraient pour servir chacun respectivement de matrices, de supports, à partir desquels on copierait l'ADN de manière complémentaire. Ainsi, à l'issue d'une première réplication, on obtiendrait 2 molécules d'ADN hybrides, c'est-à-dire formées à la fois d'un brin père et d'un brin fils néoformé. Dans cette hypothèse, si l'on effectue une seconde réplication, on obtiendrait 2 molécules d'ADN hybrides et 2 molécules d'ADN totalement néoformées. Si l'on continue à une troisième réplication, la quantité d'ADN entièrement néoformé augmente par rapport à la quantité d'ADN hybride. À la fin de cette troisième réplication, on obtiendrait alors un quart d'ADN hybride et 3 quarts d'ADN entièrement néoformé, par exemple. Enfin, une troisième possibilité serait une réplication de manière dispersive. Là, aucun brin père ne resterait intact, les nouveaux brins obtenus après une première réplication seraient constitués à la fois d'ADN de la molécule mère et d'ADN néoformé. On copierait des morceaux par-ci, des morceaux par-là. Ainsi, nous obtenons d'une autre manière des molécules hybrides à la première réplication comme dans le modèle semi-conservatif. En revanche, avec une telle méthode, à l'issue des réplications suivantes, l'on continuerait à avoir de nouvelles molécules toujours hybrides et donc avec un pourcentage de 100% d'ADN hybride aux premières réplications. Ainsi, Mendelssohn et Stahl ont prévu 3 hypothèses, le modèle conservatif, semi-conservatif et dispersif.
Mais parmi ces 3 suggestions, laquelle se rapproche au mieux de la réalité ? Pour répondre à une telle question, nos 2 scientifiques mirent en place une expérience avec un protocole bien choisi. Tout d'abord, il faut savoir que l'ADN est un acide nucléique possédant des bases azotées et donc de l'azote. Cet azote présent dans l'ADN est l'azote 14 léger. Leur idée fut de cultiver des bactéries d'Escherichia coli dans un milieu contenant une source d'azote, mais cette fois d'azote N15 lourd non radioactif. Au bout d'un long moment, toutes les molécules d'ADN auront été nouvellement synthétisées via l'incorporation de cet azote 15. Cette étape permet de synchroniser les cellules sur un même point de départ, à savoir qu'elles possèdent toutes de l'azote 15. L'idée est donc ensuite de remettre ces souches d'Escherichia coli dans un milieu contenant cette fois de l'azote 14 et de quantifier la densité en azote 15 ou 14 le temps de 3 ou 4 cycles cellulaires, soit de 3 ou 4 réplications en phase S. Vous comprenez alors que les brins pairs dans cette expérience seront toujours porteurs d'azote 15 et que tout ce qui sera néoformé le sera à partir d'azote 14. Voici ce qu'ils obtiennent. Dans un tout premier temps, à T0, nous avons 100% de molécules d'ADN double brin pourvues d'azote 15 lourd. Ce qui est normal, il s'agit de nos brins pairs. À T1, après le temps d'une première réplication, nous obtenons cette fois 100% d'ADN hybride, c'est-à-dire qu'une même molécule d'ADN est constituée à la fois d'ADN pair avec de l'azote 15 et d'ADN néoformé avec de l'azote 14. Cela leur permit d'éliminer une première hypothèse. Rappelez-vous, dans le modèle conservatif, à l'issue d'une première réplication, l'on n'obtient aucun ADN hybride. Soit la molécule bicaténaire est entièrement formée d'azote 15 de départ, soit entièrement néoformée avec de l'azote 14. En revanche, les 2 autres modèles, à l'issue d'une première réplication, obtiennent bien 100% d'ADN hybride, mais de manière différente. On peut donc éliminer le modèle conservatif. Mais comment trancher entre les 2 hypothèses restantes ? Eh bien, continuons à suivre l'avancement des concentrations d'azote au fil des réplications suivantes. À l'issue d'une 2e voire d'une 3e réplication, l'on observe que le rapport ADN totalement néoformé sur ADN hybride augmente de plus en plus. Et c'est ce qui va nous permettre de trancher. Rappelez-vous, à l'issue d'une 3e réplication dans le modèle semi-conservatif, l'on obtient un quart d'ADN hybride contre 3 quarts d'ADN néoformé, donc un rapport ADN totalement néoformé sur ADN hybride plus grand qui continuerait d'ailleurs à grandir au fil des réplications suivantes. En revanche, dans le modèle dispersif, la quantité d'ADN hybride reste à 100% au fil des premières réplications et aucune molécule d'ADN entièrement néoformée n'apparaît encore. On peut donc éliminer ce modèle qui ne correspond pas du tout à ce que l'on obtient. Ainsi, par élimination, on peut donc déduire que l'ADN se réplique de manière semi-conservative. Maintenant que nous savons que l'ADN se réplique de manière semi-conservative, découvrons comment la cellule se divise en répartissant l'ADN dans ces 2 cellules filles. En phase G2 de l'interphase, nous avons une cellule possédant un noyau dans lequel se trouve l'information génétique qui est doublée grâce à la réplication de l'ADN. La préparation à la division cellulaire est terminée. La mitose peut donc commencer. La première phase de la mitose est la prophase. Durant cette phase, les chromosomes se condensent dans le noyau et les chromatides sœurs s'assemblent au niveau du centromère, formant un chromosome à 2 chromatides. Puis, l'enveloppe nucléaire se désagrège. Le réseau mitotique composé de microtubules se met en place au début de la métaphase. Puis, il entraîne l'alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale de la cellule. Lorsque l'ensemble des chromosomes sont alignés sur la plaque équatoriale, l'anaphase peut commencer. Les microtubules reliés à chaque chromatide d'un chromosome se raccourcissent et entraînent la séparation des 2 chromatides du même chromosome. Chaque chromatide est tiré jusqu'au pôle de la cellule. Puis la télophase commence lors du rassemblement des morceaux d'enveloppe nucléaire autour des 2 poules de chromosomes, ce qui forme 2 noyaux possédant les mêmes informations génétiques. Et la membrane plasmique commence à se rapprocher. La cytodiérèse permet la séparation de la membrane plasmique par rapprochement des 2 parties opposées de cette dernière au niveau de la plaque équatoriale. On obtient donc 2 cellules filles plus petites mais identiques génétiquement à la cellule mère de la phase G1 de l'interphase, donc avant réplication de l'ADN. Nous venons de voir le déroulement de la mitose après avoir étudié la réplication de l'ADN. Ces 2 processus s'ancrent dans le cycle de vie d'une cellule qui commence par une phase G1 de croissance cellulaire. La cellule va grossir, puis va atteindre la phase S de réplication où l'ADN est répliqué, on l'a vu de manière semi-conservative.
La cellule va ensuite connaître la phase G2, qui est également une phase de croissance cellulaire, pour enfin atteindre la phase M de mitose, où la cellule se divisera en deux pour donner de nouvelles cellules plus petites mais identiques qui subiront à leur tour ces 4 phases. On peut alors bien parler de cycle cellulaire.